Bonjour à tous, ici Chaos, sur le dimanche il est 17h et c'est l'heure du live. Et eh bien je vous souhaite le bonjour. Le bonjour. Je suis un petit peu en panique parce que il a fallu que je me set-up au dernier moment. Je vois que le son est un petit peu fort là, voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Vous me dites si ça sature, hein, si jamais. Et j'ai pas eu le temps de tout mettre les fenêtres en place. 5 sur 5, impeccable. Alors, je sais qu'il est assez fort, mais est-ce qu'il est pas trop fort? Voilà, c'est plus ça. Je vois qu'il va un peu le potard dans le rouge. Bon, ça devrait aller. Je finis juste mon petit setup, ce que vous voyez pas d'habitude, qui est en background. J'ai pas ouvert toutes les fenêtres que j'avais besoin. Il me manque le chat, tout simplement. Il me manque le chat. Allez. J'arrive. Chat fenêtré, voilà, c'est ça que je veux. Tu veux pas me le mettre en grand? Non, je fasse moi-même. Hop, voilà. J'ai le chat, je vous vois. Mon retour, j'en ai pas besoin. Hop. Ça c'est bon, c'est fait. Le petit truc pour suivre les donations, évidemment. Et la machine, quand même. Est-ce que je l'ai démarré? Pas du tout. Donc aujourd'hui, on fait quoi? Alors, je profite puisque je suis sur cette fenêtre. Aujourd'hui, on va faire, hop là, Anon Force. Anon Force. Donc une machine de Triacme. Hop, je la démarre. Et comme d'hab, il y a 2 flags à trouver. Je vais la laisser démarrer tranquillement. Et en attendant, je vais bien sûr vous dire bonjour le chat. Donc bonjour Kavenom666, bonjour Elisoft, bonjour Kabot, bonjour Aska, et bonjour Noobabigatari72, et bonjour à ceux qui ne sont pas encore arrivés. C'est normal, j'ai fait l'annonce un petit peu tardivement. Excusez-moi, je cours. Je cours, j'étais à la bourre. Est-ce qu'on a tout? Donc on a notre petit shell, notre petite Kali Linux en WSL2. On m'a encore posé la question, donc je vais encore répondre à cette question. Pourquoi Chaos, tu n'utilises pas Exegol? J'ai envie de dire pourquoi pas, je m'en fous en fait. C'est juste que en l'occurrence, c'est Kali qui est livré. Enfin, il y a Debian et il y a Kali. J'ai mis Kali et puis je reste avec Kali, hein, tout simplement. Vu que la distrib globalement on s'en fout, je fais des git clones quand j'ai besoin d'un outil. Ça pourrait être n'importe quoi et je m'en fiche. Donc j'ai dit ce que je pensais sur Exegol en tant que distrib à part entière. Je trouvais qu'elle avait pas enfin, le cas d'utilisation était relativement niche, on va dire. C'est plus pour les professionnels, pour ceux qui font du pentest. Euh, puis après voilà, elle est pas plus intéressante que Kali, que Debian, que Parrot, que tout ce que vous voulez, puisque de toute façon on utilise, à chaque fois on installe les outils qu'on veut. Donc du moment que c'est du Linux, c'est du Linux. Hein, on s'en fout un peu. On s'en fout un petit peu. Voilà. Donc c'était juste pour répondre à la question. On m'a l'a encore posé dans les commentaires, donc je réponds. Qu'est-ce que donc ça c'est bon, la machine est en train de démarrer. Il me manque quelque chose, je suis sûr. Oui, il me manque mon bloc-notes. Il me manque mon bloc-notes. Tac, mon petit bloc-notes où normalement je suis censé marquer tout ce que je vais trouver sur la machine. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore marqué l'IP de la machine que nous allons attaquer. Hop, je la marque. Voilà, ça c'est fait. Et je crois qu'on va être bon pour démarrer. Excusez-moi pour cette petite latence. Du coup, aujourd'hui, donc on fait une machine de TryAcme. A priori, ça devrait pas être trop compliqué, donc on va bien voir ce qui s'y passe. Toujours pareil, hein, quand on démarre une machine de TryAcme ou une machine de Hack the Box, peu importe, une machine de catch flag en général, puisque moi je fais des catch flags, on va chercher des flags, donc on va chercher à s'introduire sur une machine en cherchant toutes les portes d'accès qu'il y a à cette machine, et en l'occurrence, je fais ça avec Nmap. Il va me permettre de lister les ports de la machine.
et d'en trouver les ports ouverts éventuels. La semaine prochaine, tu vas refaire le Cypher? Tout à fait. Je continue le let's play de Cypher puisque c'est ce que vous avez voulu lors du dernier live. Au départ, j'étais parti sur un live découverte et puis vous m'avez dit ouais non un autre épisode, donc on va en faire au moins un autre, puis on verra au fur et à mesure. Hein. Quand ce sera chiant, on arrêtera, hein, mais tant que c'est pas chiant, on continue. Donc du coup, la dernière fois, c'était la stéganographie. A priori, la prochaine fois, au moins le début, je sais pas combien de temps je vais mettre par salle, mais au moins la première salle, la prochaine première salle, enfin la prochaine salle qu'on va faire, c'est ce qu'ils appellent de la transposition. Et pendant le live, j'ai dit un truc, mais en fait non, je sais pas ce que c'est exactement ce qu'ils entendent par transposition. Ça doit être mélanger les lettres, et je n'ai pas bien compris exactement à quoi ils faisaient référence. C'est pas de la substitution, c'est de la transposition. Donc bon, on verra ce que c'est. En tout cas, ce sera pour le prochain live. Aujourd'hui, donc on fait un catch de flag sur une machine Try avec Me qui nous a donc notre petit map qui nous a trouvé des ports que nous allons attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ça a l'air de changer de d'habitude. On a un port FTP et on n'a pas de site web. Ah, on est sur une machine pas comme d'habitude. Bah écoutez, c'est cool, ça va changer un petit peu. Donc, nous avons un port 21 avec un VSFTP dessus. Je me rappelle jamais laquelle version. Je sais qu'il y a une version VSFTP qui est connue pour avoir une backdoor intégrée. Je sais pas si c'est la 3.0.3, je crois que c'est la 2.3 quelque chose à mon avis. On va juste vérifier. Exploit. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une version de VSFTP avec une backdoor intégrée? C'est parce qu'en fait, ça doit être la 2.3.4. Ouais, c'est ça. C'est la 2.3.4. En fait, ça remonte à une époque où les gens de VSFTP avaient mal sécurisé leur repository et donc des petits malins, ou peut-être qu'il y avait des crédentiels admin, je sais pas trop, mais du coup il y avait des petits malins qui avaient mis une backdoor dans cette version de VSFTP, donc la 2.3.4, directement sur le repository. Donc tous ceux qui téléchargeaient le repository officiel avaient la backdoor dedans. Donc du coup, c'est une version assez connue comme étant avec une backdoor. Évidemment, elle n'est pas restée. Hein. Dans la nature, vous ne devriez pas la trouver parce que normalement, les gens sont pas trop cons et l'ont mis à jour. Mais en l'occurrence, c'est pas celle-là puisque là, on est sur la 3.0.3. Même si je vois qu'il y a un exploit, mais c'est un denial of service. Denial of services, of service, voilà, avec mon accent super. Mais on va pas s'en servir puisqu'on fait pas de DOS, nous. On s'en fout de faire des DOS. Puisqu'on cherche des flags, on cherche pas à casser la machine. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Gagugigou? Transposition, c'est l'échange de lettres. Par exemple, télévision peut devenir... Oui, c'est ça, tu les déplaces dans le mot. C'est pas un échange de lettres au sens où tu remplaces une lettre par une autre, quoi. C'est tu les échanges entre elles. D'accord. Bon, bah, on verra bien. On verra bien, ce sera pour le prochain live, ça, de toute façon. Et salut, Zoni. Donc, revenons à nos moutons. On a un FTP à attaquer. Alors, manifestement, il y a déjà les accès anonymes d'autorisés puisqu'on peut lister. Oh, attendez, c'est quoi ce FTP? Je sens que la machine va pas être très longue. Je sais pas pourquoi. Parce que du coup, on a un accès anonyme, j'imagine au moins en lecture, au slash. Puisque là, il a listé ce qu'il y avait dedans et c'est le slash. On reconnaît l'arborescence de répertoire. Tout ça, c'est le slash de la machine. Donc, au moins en lecture seule, on va avoir accès à la machine. Il y a sûrement, ça devrait aller assez vite. Au moins pour mettre la main dedans, quoi. Pour mettre le premier pied dans la machine. Bon, et sinon, il y a quoi d'autre? Il y a un SSH et puis c'est tout, en fait. C'est tout. Bon, au moins, c'est pas très compliqué. La première phase d'approche, il n'y a qu'une porte d'entrée, c'est le FTP avec accès anonyme. Donc, on va aller jouer avec ça. Le FTP anonyme sur le slash, c'est risqué comme idée. Ah oui, tout à fait. Tu tournes quoi pour les qualis? Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis sous Windows 11, moi, et en fait, la fenêtre que vous voyez là, mon terminal, c'est du VSL2, enfin WSL2, donc c'est le sous-système Linux qu'il y a dans Windows. Et donc, je fais tourner Kali comme ça parce que c'est plus simple pour moi pour streamer, en fait. Ça permet d'avoir tout mon setup de stream en Windows et d'avoir quand même un vrai Linux en VSL2 qui est plus simple. Avant, je faisais ça avec de la VirtualBox, donc avec une machine virtuelle, mais c'était galère à paramétrer.
Alors que la WSL2, je la trouve bien pratique, donc j'utilise WSL2. C'est plus rapide, plus efficace, plus intégré. Tu as déjà essayé Exegol. Je viens de le dire tout à l'heure. C'était peut-être pas encore arrivé, Dimi Sanate, Sanate, je ne sais pas. Donc, je le refais parce que tu étais peut-être pas encore là. Exegol, tout le monde en parle. Je l'ai déjà dit 20 fois, je ne vois pas l'intérêt de cette distrib. Voilà. Elle a sûrement un intérêt pour les professionnels qui font du pentesting. Au-delà de ça, moi, dans mon cas d'usage, elle ne me sert à rien. Pardon, j'étais pas arrivé. Non, non, mais il y a pas de souci. Mais en fait, je suis étonné que tout le monde me pose cette question. Je vois pas en quoi Exegol est à ce point la distrib génialissime du futur que tout le monde est en train de hyper, quoi. Je vois pas ce qu'elle a de si hypante que ça. Donc c'est pour ça. Bon, alors en l'occurrence, j'ai pas Exegol, non pas parce que je la déteste ou quoi que ce soit, juste parce qu'il n'y a pas de distrib Exegol facilement installable en WSL2, tu vois, en 2 clics. En gros, il y a Debian, enfin il y a Ubuntu, je crois, Ubuntu qui doit être livré. Il n'y a pas Debian, il y a Ubuntu et Kali, qui sont les deux distribs que tu peux installer en WSL2 super facilement. Donc voilà, j'ai été au plus simple, je me suis pas fait chier. J'ai déjà essayé TempleOS pour le hacking. Je sais même pas si on peut. On peut faire du hacking avec TempleOS? À part hacker TempleOS lui-même? Alors, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai jamais mis les doigts sur TempleOS, mais je sais qu'elle est très connue et c'est un mème en soi aussi. Je sais même pas ce qu'elle vient d'ailleurs. Elle est encore activement développée cette distrib? Ceux qui savent pas, alors je me rappelle plus trop de l'histoire, mais en gros TempleOS c'est une distrib, c'est même un noyau, il me semble, hein, c'est carrément un noyau à part, hein. C'est un OS entier qui a été développé par un mec qui était un petit peu illuminé. Je crois, je sais même pas s'il est encore vivant, ce gars-là, mais qui était très, alors Temple OS parce que justement il était très orienté religion, tout ça, chrétien. Et du coup, il a codé son OS, vraiment en partant de rien, quoi, hein, un OS entier, voilà. Et c'est ça, voilà. Il a même développé son propre langage, le Holy C. Voilà. Donc tout un tas de références à la religion, au sacré, tout machin. Et donc c'est un OS qui fonctionne, hein, qui est à part entière, mais voilà, qui est dans son petit monde à lui, quoi. Je sais même pas s'il est encore activement développé aujourd'hui. Peut-être c'est peut-être de l'open source. J'en sais rien. Bref, voilà. Je vous invite à lire dessus parce que toute l'histoire du mec et de vraiment du développement de cet OS, c'est un petit peu, c'est quelque chose. Voilà. Ok, ça marche. En vrai, je comprends. Je pense que c'est juste que c'est fait par un ancien pentester français. Je pense que c'est par patriotisme. Ah, Exegol, par patriotisme, ouais, peut-être. Je sais pas d'où vient la. En plus, quand j'ai regardé, parce qu'à un moment donné, vous m'aviez vraiment tellement cassé les noix que j'avais été regarder. Parce que c'était Exegol, j'avais installé et tout machin. Mais en fait, c'est même pas une distrib. C'est une surcouche d'une distrib. C'est ça qui m'avait surpris. Tu n'as pas entre guillemets un CD d'installation de ta distrib, quoi. En fait c'est en gros t'as mis je sais plus enfin c'était du Docker, quoi. Et voilà, ils avaient mis un OS enfin plein d'images de pen testing et puis un Docker par-dessus, puis une petite surcouche Python pour agencer le tout et basta en fait. C'est même pas une distribution à part entière. Donc voilà, j'ai pas compris la hype derrière. Alors après je suis aussi un vieux con, hein. J'ai tout à fait le droit de me tromper. Et je suis un vieux con. Ce serait pas la première fois que je dis un truc que je comprends pas l'intérêt. Pour mémoire, alors je livais pas à l'époque, donc il y a pas de trace. Mais je vais avouer maintenant. Mais quand les tablettes sont sorties, autant le format smartphone, j'avais vu l'intérêt, autant les tablettes quand c'est sorti, je me suis dit mais ce produit ne sert à rien. Il ne sert à personne. Et bon, j'avais qu'à moitié raison. Voilà. Le cas d'usage tablette existe quand même et est utilisé de nos jours, même si pas tant que ça au final. Bref. Donc Exegol, jouez avec si vous voulez. Moi, je suis pas, voilà. Je l'ai pas été jusqu'à là. Enfin, j'en ai pas besoin pour mes lives, donc je m'en sers pas. Voilà, tout simplement. Donc, allez, revenons à nos moutons parce qu'on a beaucoup dévié. On a un FTP anonyme. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur ce FTP anonyme et qu'est-ce qu'on peut jouer avec. J'ai enlevé l'adresse IP de mon copier-coller. Hop, IP cible, c'est celle-là.
Donc, on est sur un FTP où le login anonyme est possible. Donc, du coup, il faut mettre Anonymous comme login. Et comme méthode, vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre rien ou vous mettez n'importe quoi, Toto et tout, ça passe. Et donc, voilà, vous pouvez accéder. Donc, il faut mettre Anonymous comme login quand on est sur un FTP anonyme. Et en mot de passe, vous mettez ce que vous voulez et ça rentre. Et salut ce Big Gameoski, effectivement. Bodo, s'il en est, et avec sa propre chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. À chaque fois qu'il passe par là, je vous invite à aller voir sa propre chaîne. C'est un créatif qui fait beaucoup de choses très intéressantes. Donc, nous sommes sur ce FTP anonyme et effectivement, comme le disait Edmap tout à l'heure, on a accès au slash. On a accès au slash. Est-ce qu'on a accès au slash en écriture? Auquel cas, si on avait en écriture, le game serait plié. On va se mettre dans TMP. Voilà. Et on va se mettre dans TMP. On va voir si on peut écrire dedans. On va voir si on peut écrire dedans. On va faire c'est quoi, c'est put? Par contre, je sais pas quel fichier j'ai. Si je dois avoir maj. Kali.sh. Permission denied. Donc, j'ai pas le droit d'écrire. Not read, c'était écrit? J'avais même pas fait gaffe. Non. Ah oui, non, t'as un dossier, effectivement, là, il y a un dossier qui s'appelle not read. Bon, on verra après. Bon, en tout cas, je n'ai pas les accès en écriture. Je n'ai que des accès en lecture. Donc, on va pouvoir aller voir ce qui se passe dedans. Petite question, Chaos et le chat, vous avez des recommandations de livres similaires autant d'un point de vue technique que biographique? Alors, moi j'ai pas de recommandations au sens où j'ai pas suivi l'actu des bouquins, je vais te dire ce que j'ai, tout simplement. Parce que au cours de ma vie, ils m'ont été utiles. Alors sur la sécu, j'ai celui-là là, qui est jamais bien loin, alors qui doit être un peu dépassé depuis le temps, mais il doit y avoir sûrement une édition 2025. C'est celui-là. Sécurité informatique, ethical hacking. C'est fait par l'ENI, un organisme de formation. Donc j'avais eu une formation au taf sur la cyber. Et donc on avait eu ce bouquin avec. Ça vaut 50 balles quand même. Enfin, ça valait 50 balles. C'est assez épais, hein. C'est pas un petit bouquin. Et tu y trouves en gros toutes les trucs classiques. Voilà. Tout ce que tu as besoin de savoir quand tu es débutant, c'est expliqué dedans. Donc je le trouve plutôt pas mal fait. Et après, en termes historiques, moi, j'ai pas forcément de bouquin sur l'histoire des hackers. J'ai un bouquin sur l'histoire française de l'informatique. C'est vachement intéressant. Mais par contre, je vais pas avoir le titre, donc je sais pas pourquoi je vous en parle parce que je vais vous donner aucune référence. En fait, c'est un bouquin qui décrit l'histoire de France au niveau d'informatique, avec notamment le passage avec le Minitel et tout, mais ce qu'il y avait avant, il y a eu pendant le Minitel, ce qu'il y a eu après, pourquoi est-ce on s'est embarqué là-dedans, pourquoi ça a mal tourné, enfin voilà, toute cette partie-là, c'était super intéressant. Et comme il faudrait 10 minutes pour que j'aille chercher le bouquin, je vais pas le faire. Donc tant pis. Mais voilà, sache qu'il existe des bouquins qui parlent de ça. Je trouve ça très intéressant. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur l'histoire de France, de l'informatique. C'est particulier parce qu'on connaît l'histoire américaine, tu vois, comment Internet a été créé, tout machin. On entend souvent causer, même l'histoire des hackers aussi. Mais en France, il y a une histoire spécifique qui est sympa à connaître. Bref. Et vous me faites dévier à chaque fois. Et du coup, je n'avance pas dans cette machine. On va pas la finir, hein. Si vous me faites parler tout le temps, bah, en même temps, c'est bien, hein. Pour une fois que le chat est actif, on va pas se plaindre. Mais du coup, on va pas avancer dans le hacking. Donc, j'ai pas le droit d'écrire sur cette machine, j'ai le droit de lire. Donc, on peut lire des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? En fichier intéressant, on peut lire éventuellement le ETC password, par exemple. Alors, par contre, il faut que je me mette dans, oui, je suis en FTP. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas me mettre dans le répertoire? Faut que je fasse comme ça? Ah oui, le FTP, c'est un à la fois. Non, c'est pas un répertoire, je suis con. C'est un fichier. Donc, et si je veux l'afficher, il y a 4 ou il y a pas 4? Non, il y a pas 4. Je suis obligé de le télécharger, ça va être relou. Bon, allez, on va faire un get. Donc, get password. Hop là. Donc, au moins, on a récupéré le fichier ETC password et qu'est-ce qu'on y voit? On voit surtout les noms d'utilisateurs. Souvent, quand on va attaquer une machine catch the flag, on va avoir plusieurs flags.
un pour l'utilisateur et un pour le root, quoi, globalement. Donc on sait qu'il y a un utilisateur root, ça, il y a pas de problème, mais on va surtout savoir quels sont les autres fichiers. Enfin, quels sont les autres users plutôt, pardon. Et notamment là, donc on voit qu'il y a un user FTP, il y a un user SSH et il y a un user Melodias. Melodias, c'est probablement là-dedans, dans ce room-là, que se situe le flag user, le flag qu'on cherche. Parce que c'est le user intermédiaire, si vous voulez. En général, on arrive à accéder à ce user-là et une fois qu'on est là, on rebondit, on fait de l'escalade de privilèges pour avoir root. Je sais pas si ça va être le cas là, mais a priori, c'est ce user-là qui nous intéresse pour l'instant. Donc, on va aller dans son home et on va aller voir qu'est-ce qu'on peut y lire. Alors, du coup, faut que je me relog. Hop. Alors, excusez-moi, parce que j'ai raté des messages. La seule utilisation de tablette que j'ai eue, c'est dans les musées quand ils prennent des tablettes pour visite. C'est ça. Et puis dans les voitures. Dans les voitures, c'est une tablette, hein, l'écran. Donc, enfin, celles qui sont modernes avec des écrans. Donc, t'as de l'usage dans l'informatique embarquée. Dans le grand public, je trouve que c'est moins vrai. C'était vrai quand les téléphones étaient peut-être un peu légers. Maintenant, les téléphones sont devenus tellement puissants que l'usage tablette, bof, quoi. Éventuellement, la liseuse, mais c'est encore une autre techno. Enfin, voilà, la liseuse parfaite, c'est pas vraiment une tablette. Donc, bon, avec l'encre, tout ça, électronique. Enfin, bon, le cas tablette, c'est un cas d'usage qui est très spécifique et qui est assez peu, peut-être dans les EHPAD, je sais pas trop. Mais enfin, pas si répandu que ça, au final. J'ai appris dernièrement que depuis FTP, si tu as besoin de lancer une commande sur ton local, il faut précéder la commande par un point d'exclamation. Exemple ici, cat. Ah, alors je teste ça tout de suite parce que, eh ben oui, t'as raison, bah tu fais bien. Je l'apprends avec toi. Donc j'ai appris récemment, mais récemment il y a 30 secondes, que effectivement, si tu mettais un point d'exclamation devant, tu pouvais faire des commandes. Eh ben écoute, c'est cool. Mais tu peux faire genre n'importe quelle commande ou attends, tu fais ça fait les commandes de où? Parce que attends, si je f ça exécute des commandes? Mais c'est hyper puissant. C'est-à-dire que ton user anonyme, il a le droit de lancer des commandes sur ta machine. Ça me paraît, mais non, je vois pacificatrice. Non, il l'a lancé chez moi. Ça, c'est mon fichier à moi. Pourquoi je vois pacific vous voyez là? Curtis6, Mosquito, pacificatrix, ça c'est des restes d'anciens cache de flag. C'est des noms de viewers, ça. C'est pacificatrice, Curtis6, ça a des noms de viewers. Donc en fait, quand tu fais point d'exclamation, tu lances une commande sur ta machine à toi, pas sur ta machine cible. Ok, d'accord. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Donc du coup, on est en lecture. Est-ce que donc j'ai dit on voulait aller regarder dans le user Melodias. Hop. Donc là, on va avoir le flag user. Donc ça au moins c'est fait. Le flag user, on l'a récupéré. C'était plutôt facile. On va tout de suite le noter. Hop, là. Donc le flag user, il est là. Donc vu qu'on a un accès en lecture sur, on va dire la machine, peut-être pas dans son entier, mais avec un user qui a l'air d'avoir un peu de privilèges quand même, on a au moins accès à ça. Bon là, difficulté 0. Mais on est sur TryHackMe, vous n'avez pas à noter cette partie-là. C'est pas comme Hack the Box où tu as besoin de noter tout le temps. Je peux faire. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu faire 4. Oui, j'ai pas besoin de quitter. Je le télécharge et je peux faire 4. C'est vrai. C'est vrai. J'étais pas obligé de quitter mon FTP pour le lire. Tout à fait. Je suis pas obligé de faire exit. C'est ça. Euh, donc, tac, tac, tac. Merci, je vais regarder ça. Je devrais pouvoir le retrouver facilement ou un contenu similaire. Les bouquins, ouais, alors mes bouquins sont sûrement vieux, hein. Après, j'en ai des encore plus vieux, mais ça vous servira à rien. T'as dit, parce que je rebondis sur tous les sujets, mais vous savez, je papillonne et vous me donnez des raisons de papillonner. Donc, pas de souci, hein, on est là pour papoter, hein, après tout. Ça, ça, c'est le bouquin alors, il est très vieux pour le coup. Je sais pas s'il y en a une édition récente. Il est en francs. Il est 400 balles quand même, 400 francs.
Ça, c'est la Bible. Hop là. Ah bah, il apparaît même pas, tu vois. Tac, tac. La Bible de la programmation système. Ça, c'était la 5e édition. La Bible PC programmation système. C'est un énorme bouquin. Et ça, par contre, c'est mon bouquin. Alors, c'est pas du hacking spécifiquement, mais c'est le bouquin avec lequel qui m'a accompagné dans l'informatique depuis que je suis tout petit, littéralement. Je sais pas de quand il date celui-là, mais j'étais ado, je pense, hein. Et ça, alors par contre, il est très vieux. Il est fait pour des gens qui veulent vraiment faire du système. Ça décrit les interruptions, les IRQ, les machins comme ça, toute l'architecture du PC. Enfin bon, c'est extrêmement pointu. 94. Celui-là, il est sorti en 94. Je sais qu'il y en a eu d'autres depuis. Mais comme plus on est avancé dans le futur, et en 2025, c'est vraiment le cas, moins on a d'informations sur comment fonctionne le PC en dessous. Vous voyez, vous avez des tas de surcouches qui vous effacent, qui vous font que vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, quoi. Mais là, à l'époque, enfin, je veux dire, dans ce bouquin-là, ça parle assembleur, quoi, hein, c'est pour vous dire. Donc c'est un énorme bouquin qui, pour le coup, moi, m'a accompagné toute ma formation, enfin toute ma vie d'informaticien, et que je trouve extrêmement intéressant. Après, je ne sais pas s'il existe encore, la Bible PC. Mais là, c'est pas du hacking, c'est vraiment comprendre son PC, quoi. Bon, avec tout ça, donc on a trouvé le flag user. Ok. Est-ce que on a les droits en lecture sur toute la machine et auquel cas c'est déjà fini? Non, j'ai pas l'accès aux routes. Donc je sais pas à quel user je suis. Bah, c'est probablement le user VSFTPD, mais je sais pas les droits qu'il a. Et donc on n'avance pas. Enfin, pour avancer, il va falloir que on ait des droits supplémentaires. Alors, comment on fait pour obtenir des droits supplémentaires? Donc il y avait ce fameux dossier de Notread là. En fait, quand vous regardez là, hein, quand vous regardez tout, d'ailleurs ça se voit, hop, là il y a comme un intrus, vous voyez, c'est marqué 0 partout et là c'est marqué 1000. Pourquoi c'est marqué 1000? Parce qu'en fait ça c'est un dossier qui a été créé par un utilisateur. C'est pas un dossier système, c'est pas un truc qui est fait par défaut par l'OS. En fait 10 000 c'est le groupe, hein, si je me gourre pas, c'est le groupe VSFTP. Et du coup ça c'est un truc fait par un utilisateur, c'est sûr. Donc ça a été rajouté par rapport au reste et du truc de l'OS, quoi. Là, c'est un truc qui a été rajouté. Donc, on va aller voir dedans. Manifestement, c'est pas un répertoire normal, donc probablement un truc intéressant. Une clé SSH, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. On peut regarder dans Home Melodias si il n'y a pas un répertoire SSH quand même. Avant d'aller, même si c'est évident que c'est ce dossier-là qu'il va falloir aller regarder, on va quand même faire les étapes normales. Non, dans Melodias, il n'y a pas de clé SSH. D'ailleurs, il n'y a rien du tout en fait, hein. Il y avait juste un flag et puis basta, quoi, hein. On est d'accord que il y avait un bash, éventuellement. Est-ce que le bash history aurait des commandes intéressantes? On peut regarder. Non. Oui, non, c'est pas cat. À chaque fois, je me. Ah, par contre, si je fais un get. Bon, écoutez, on va pas le faire parce que ça va me bourrer mon. Enfin, quoi que le mien, il va s'effacer. Ouais, non, je le ferai pas. Tant pis, c'est pas grave. On a ce fameux dossier Notread, c'est clairement là qu'il faut aller, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Notread? Qu'est-ce qu'on a? On a une clé privée et un fichier PGP. PGP Pretty Good Privacy. Donc c'est donc un fichier chiffré avec une clé secrète, mais on nous file la clé. Donc bah, c'est très gentil. Et si on nous file la clé et qu'on nous file un fichier, on va aller le récupérer tout ça. Étoile. Non, non. Faut tout prendre. Backup, PGP, PHP, PGP et get private. Et ma foi, avec ça, on va pouvoir travailler. Ok, alors. Private. Donc, alors, c'est quoi les commandes de. Alors, PGP, donc c'est un algo de chiffrement, mais l'implémentation sous Linux en open source s'appelle GPG. C'est la version libre de PGP. PGP, à la base, c'était un truc propriétaire. Et donc, il n'y a pas le droit de faire du PGP. Enfin, l'algo, je crois, lui-même était libre, mais l'outil qui faisait du chiffrement était un outil fermé, un outil propriétaire.
Donc, Linux a développé une version open source, en l'occurrence GPG, qui est extrêmement utilisée de nos jours. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, littéralement, puisque ça remonte à je ne sais pas combien de temps. Et donc, on utilise GPG pour chiffrer, déchiffrer, ce genre de trucs. Par contre, je sais plus du tout les commandes, donc on va regarder la syntaxe. Donc, si je fais GPG decrypt, GPG decrypt, mon fichier, option, file, je sais plus comment c'est foutu. Il y a un input, un output, un truc comme ça. Donc c'est -O pour le output, doit y avoir un -I pour l'input. Non, -I c'est interactive. Non, il y a pas l'input, c'est on le met directement, tout simplement. OK. Donc alors ça serait GPG -D pour decrypt. Mon fichier backup et puis on va pas mettre d'output, c'est pas grave. OK. Donc d'accord, logique. Là, donc, on lui demande de décrypter le fichier. Par contre, je lui ai pas donné la clé secrète, donc forcément, il le connaît pas. Chiffrer un fichier pour mettre la clé à côté, c'est comme les gens qui écrivent le mot de passe sur un post-it collé à l'écran. C'est vrai. C'est pas très sécure. Mais bon, on est sur des machines ultra faciles. Là, je pense que c'est justement pour faire réviser aux gens l'outil GPG qui est pas toujours utilisé enfin, pas fréquemment, donc, voilà. Donc il faut qu'on lui passe la clé. Alors comment ça marche déjà pour passer une clé? Receive key, send key, sign key, delete key, clear key, sign, détache. On peut signer un fichier, on peut chiffrer un fichier, on peut vérifier un fichier, on peut lister les clés. Alors c'est quoi ça? Lister les clés du fichier ou lister les clés de moi? Ça, c'est mes clés à moi. J'en ai qui traînent d'anciens trucs, vous voyez, d'anciens Challenge Try Avec Me en plus. OK, bon, j'ai des clés. Donc ça -K, c'est mes clés et si je fais backup, est-ce que ça dit, la clé de non, BGP, BGP, non. OK, donc c'est juste pour lister mes clés à moi. Check signature, liste secret key, generate key, donc ça, c'est pour créer des clés. Comment je fais pour ajouter mes clés à moi? Bah, on a la clé. Comment je fais pour ajouter la clé? Serveur, verbose, default, hop là, interactive, non. Include, non. Récipiente local. Donc a priori, c'est pas là-dedans. Alors ça doit être un autre binaire. Ça doit être un autre binaire. Non? Vous avez vu import? J'ai pas vu import. C'est mes yeux, alors c'est possible. Moi, je l'ai pas vu. Ah oui, il est là, pardon. Je l'avais pas vu. Import qui. OK. Donc, -i, private, hop. Donc, j'importe la clé. Du coup, c'est la clé de Melodias. D'accord. C'est noté. Warning, trying to guess, merging secret block, no way, OK, bon. Donc logiquement, si je fais -K maintenant, ah non, alors il a pas voulu. Fix me, merging donc il faut que je mette d'autres trucs? Parce que là, il me l'a pas ajouté, on est d'accord, hein? Ah ou non, ça c'est les clés publiques et moi j'ai ajouté une clé privée. Non, elle est pas dans les clés. Attendez, c'était -K, non, la clé privée? Les listes key, ouais, liste secrète key, c'est -A, ou K, pardon. Et K, elle apparaît pas dans la liste. Qu'est-ce que j'ai foiré? Ah oui, j'ai mis -I. Mes excuses. C'est moins importe. Je le dis et je l'écris pas. C'est magique. OK. Alors, enter the passphrase to import the ah d'accord. Donc la clé, je me disais c'était un peu trop facile. La clé secrète, la clé privée est protégée par un mot de passe. Ça, je suis en terrain que je connais. Donc on peut pas intégrer la clé dans notre porte-clés de clé GPG. Il faut d'abord qu'on trouve le mot de passe qui la protège. Pour ça, rien de plus simple, je vois que j'ai oublié d'éteindre
ma messagerie et du coup, elle me fait des notifs. Hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc, je disais, voilà, il faut maintenant qu'on trouve le mot de passe qui est associé à cette clé. Pour ça, rien de plus simple, enfin rien de plus simple. J'espère que ça va pas être trop long, mais on a notre superbe outil John the Ripper qui permet de craquer, voilà, j'y arrive, craquer les haches, donc John the Ripper, et donc du coup on a un outil de conversion. Vous lui donnez d'un côté le fichier qui contient, enfin qui est protégé par une clé. Donc il y a une version pour GPG, il y a une version pour les zip, il y a une version pour les docs, une version pour à peu près tout. Quand vous avez un fichier reconnu qui est protégé par une clé privée, il y a une commande avec John, donc c'est truc to John, qui permet d'en extraire le hash et de le donner à manger à John. Donc là, en l'occurrence, GPG to John. Voilà. Ça me crée cette ligne-là. Cette ligne-là, je la donne à manger à John et il va pouvoir en faire ce qu'il veut, enfin essayer de la craquer. Donc pour ça, hop, on dit, je sais pas, toto.pwd, hop, voilà. Donc il a bien mis la même chose, hein. Il a mis la ligne. Et donc ça, c'est directement au format John the Ripper. Il n'y a plus qu'à balancer dessus, quoi. Alors, John the Ripper. Par contre, le problème de ça, c'est que John the Ripper, c'est pas le truc le plus rapide sur mon PC. Donc j'espère que ça va aller assez vite. Donc, tac, il faut lui donner un dictionnaire. RockU, qui est dans documents sur mon PC. Voilà. Bon, ça va, ça a été rapide. Donc, j'ai utilisé. Alors, je refais, parce que j'ai peut-être été un peu rapide. Donc, la clé privée de mon fichier GPG, je l'ai. Mais elle est protégée par un mot de passe. Pour trouver le mot de passe, j'extrais le hash du mot de passe grâce à l'outil GPG to John qui extrait le hash. Ça, c'est une information qui est connue, c'est pas une information secrète. Ensuite, je donne à manger ce hash à John. Donc, John qui est un cracker de hash, hein, c'est un truc de brute force en fait. C'est un logiciel qui va essayer tous les mots de passe possibles jusqu'à trouver le bon. Et on lui donne une word list, une liste de mots de passe à essayer, en l'occurrence RockU, puisque c'est celle qu'on fait souvent dans les challenges. Et donc il a trouvé que le mot de passe c'était Xbox 360. Et pourquoi pas. Donc maintenant, je peux importer la clé privée Xbox 360. Ouf. Ok, donc là ce coup-ci il m'a pas dit merde, il l'a bien intégré. Elle a été importée. Et donc maintenant, je peux décrypter mon fichier. Donc, GPG-D mon backup, il va tout seul trouver quelle est la bonne clé parce qu'il va regarder en fait, vous voyez, il y a une petite identification là. Ça, là. Ça, c'est l'identification de la clé. Donc, en fait, quand GPG lit le fichier, ça lui dit, j'ai besoin de la clé numéro tant pour pouvoir le déchiffrer. Il regarde dans son porte-clés. Ok, je l'ai. J'utilise. Il va peut-être me redemander le mot de passe, par contre. Je sais pas. Oui. Donc, Xbox 360. Ouf. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, d'accord. Et donc, le fichier backup.pgp, c'est quoi? Bon, attendez, on va faire un output file du coup. Résulte. Hop là. C'est moins haut. Non, les options sont avant, pardon. Excusez-moi. Hop. Moins haut. Résulte. Voilà. Donc, du coup, non, pas récup, résulte. Ah, il m'a mis un égal, pardon. C'est moi. On va y arriver, on va y arriver. Résulte. Pourquoi MV égale résulte. Résulte. Voilà. C'est réparé? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fichier résulte? C'est manifestement le backup du fichier etc password de la machine cible. C'est même plus que le fichier etc password, parce que là, vous voyez, normalement, en fait, dans un fichier etc password, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez des étoiles partout, là. Vous voyez? Sauf que là, on voit que le root, il n'a pas étoile, il a ça.
Donc ça, c'est généralement, c'est pas le fichier shadow non plus, c'est une compilation entre le fichier password et le fichier shadow. En fait, on va dire, c'est historique. À l'origine, les fichiers ETC password contenaient les mots de passe, et puis un jour, on les a séparés, on a mis les mots de passe ailleurs, dans un autre fichier avec des droits supérieurs, c'est le fichier shadow. Donc là, en fait, on a remis les mots de passe dans le fichier password. Donc en l'occurrence, on a le mot de passe, alors sous forme de hash, de root, et on a le mot de passe sous forme de hash du user Melodias. J'aurais dit, on s'en fout un petit peu, mais bon, soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement de craquer root, en fait. Eh ben écoutez, c'est reparti pour John the Ripper. C'est reparti pour John. Alors là, pour le coup, les fichiers TC Password, il n'y a pas besoin de les tripoter, il les connaît déjà tels quels. Donc vous pouvez lui donner le fichier, il connaît le format. Donc là, si je lui donne tel quel, il va essayer de craquer tous les mots de passe qu'il voit, donc en l'occurrence root et Melodias. Il va faire les deux. J'ai pas besoin d'éditer le fichier en fait. Donc on va lui mettre Q. Et c'est parti, il va tourner. Et là, ma foi, j'allais dire on va attendre, mais non, c'est rapide. Et donc on a le mot de passe root. Bah écoutez, la machine est rapide. Donc on a. Attendez. Non, c'est pas ça, c'était résulte que je voulais. Voilà. Donc j'ai donné ça à manger à John. Il a brute forcé avec tous les mots de passe qu'il connaît dans RockU, dans la liste que je lui ai donnée, donc RockU. Et donc le mot de passe c'est Ikari. Donc maintenant qu'on a le mot de passe, on a le mot de passe route, et ben on peut carrément se connecter en SSH. On a vu qu'il y avait un SSH sur la machine, donc on peut se connecter en SSH. J'ai oublié l'IP. Hop, je ressors mon bloc-notes. J'ai rien écrit dans mon attention, bloc-notes de fin de live. Il y a rien dedans. Tellement j'ai rien pensé écrire, c'est mal. Après la machine était très simple, mais j'aurais dû écrire plus de trucs. Donc du coup, on teste Ikari. Le mot de passe est bon. Je peux me loguer en SSH. Et hop la boum, on a le flag route. Celle-là a été ultra easy. Ultra easy. En fait, tout est donné. Donc, je vais juste marquer le flag, puis on va débriefer tranquillement la machine, et puis je vais prendre le temps de lire, du coup, ce que vous me racontez, parce que comme ça, on a le temps. Donc, hop là, you did it. Machine complete, ça c'est fait. Il n'y a pas de note, puisqu'on n'est pas sur... quoique si, attendez, il y a peut-être une note. Plouf plouf. Oui, c'est ça. Non, ça c'est le streak. Là. Comment vous noteriez? Non, est-ce que vous recommanderiez cette machine à d'autres? Est-ce que vous recommanderiez cette machine à d'autres alors c'est pas la difficulté, c'est est-ce que vous la recommanderiez? Voilà. Je vous laisse voter combien vous mettriez comme note de recommandation. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un FTP anonyme sur la machine. C'est juste connecté dessus, globalement, qui permettait de lire quasiment tous les fichiers en lecture, sauf les fichiers root. Mais enfin bon, voilà. Donc on avait accès à un dossier, notamment, qui contenait un fichier chiffré PGP et sa clé juste à côté. Donc merci le FTP monté sur le slash de la machine, sur la racine quoi de la machine, et du coup bah on pouvait tout lire. Donc on a récupéré ces deux fichiers là. Ensuite donc la clé pour déchiffrer le fichier était elle-même protégée par un mot de passe. On l'a donné à manger à John qui nous a trouvé le mot de passe. C'était facile, donc c'était un mot de passe simple. Ensuite, donc on a déchiffré le fichier qui se trouvait être une copie du fichier Shadow. Ce fichier Shadow contenait les mots de passe, notamment de route. On lui a donné on l'a donné à manger à John, qui a brute forcé, qui a trouvé le mot de passe route. Enfin, ça permet de réviser 10. Recommandation 2. Ça apprend à utiliser John. Bah, entre 1 et 10, je mets quoi? Je mets 5 du coup? Allez, on va mettre 5. C'est vraiment histoire de dire, quoi. 7.
Ah, ça pondère, du coup, je mets 6, du coup, si je fais la moyenne. 1, 2, 17, 5. Bon, allez, et ce sera 6. Hop là, et puis c'est tout. Bon, bah écoutez, c'était une machine facile. Ça arrive, hein, des fois. Ça arrive des fois. C'est pas grave. C'est Try Hack Me en même temps. Alors du coup, qu'est-ce que vous m'avez raconté que je vous ai pas lu là? Donc il faut l'importer dans ton trousseau. C'est dommage qu'il n'y ait pas une solution comme pour SSH, juste indiquer le fichier clé privé avec un -i. Oui, dans GPG, tu es obligé de gérer un trousseau de clés. Je crois que tu peux lui spécifier. Attendez, j'ai un doute, mais je sais plus si tu peux pas lui spécifier le fichier avec le trousseau de clés. Que par défaut, il va lire ton trousseau de clés, mais je crois que tu peux lui indiquer un trousseau de clés custom en fait. Ça évite de l'importer sur ton fichier à toi. Je crois, hein. Attendez, je vérifie ça parce que je fais de la merde. Generate, Revoke, Delete, QuickSign. Non, peut-être pas. Je dis peut-être de la merde. Parce que les clés SSH, c'est ça. C'est tu peux changer de fichier, tu peux les mettre ailleurs. Mais du coup, GPG. Ah si, là. Non. Default key. Non, ça c'est autre chose. Ah non, bah du coup, j'ai dit de la merde manifestement. Non, t'as qu'un seul trousseau de clés. Alors peut-être que tu peux en créer d'autres après, en mode directement dans GPG. Mais donc du coup, ouais. Donc tu es obligé de l'importer effectivement dans ton trousseau de clés. Et c'est pour ça que dans mon trousseau de clés, bah il y a toutes les fois où on a eu des challenges. C'était toujours du Try Hack Me manifestement. Donc c'est la 3e où j'ai une clé GPG de Try Hack Me. Voilà. Ça veut dire que ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas redémarré enfin j'ai pas reset ma WSL2 parce que mine de rien, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de clé GPG, donc ça doit faire un bout de temps que j'ai pas remis à zéro ma petite machine Linux là. Bon, pas bien grave. Ensuite, nanana, il y a une option UserAdd qui permet de créer un utilisateur et définir le mot de passe en une seule ligne, sauf que le mot de passe est en clair et on peut le trouver dans ETC Password. Alors le mot de passe, c'est jamais en clair. En fait, enfin, si peut-être, il y a peut-être une option pour le faire, mais elle doit être complètement désactivée maintenant. Mais tu peux encore aujourd'hui, hein, tu peux mettre directement. Je vais me reconnecter à la machine. En fait, ton ETC password là, donc ça c'est le ETC password, c'est pas le ETC shadow, et donc le ETC shadow il ressemble à ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc le ETC password, il a une ligne comme ça, où il contient notamment quel est le route et si tu peux enfin comment tu te connectes, si tu te connectes en bash, en SH ou carrément en no login, donc ça veut dire que tu peux pas te connecter avec. Donc vous voyez, il y a le nom d'utilisateur, il y a son numéro d'ID, il y a son numéro de groupe, le nom du groupe, donc son home, et sous quel shell il s'ouvre. Voilà, c'est en gros ce qu'il y a. Et le X là, le X, historiquement, c'était le mot de passe en version hachée. Donc c'était le mot de passe comme ça. Ça, c'était l'historique. Et puis un jour, on s'est dit, bah ouais, mais ce fichier-là, éventuellement, on a besoin de le lire assez souvent. Par contre, le mot de passe, tous les binaires ont pas besoin de le voir, vous voyez. C'est spécifique. Donc, ils se sont dit, bah, on va séparer les deux données. On va mettre d'un côté l'aspect, on va dire, informationnel, configuration, qui peut être une information utilisée par plein de binaires et où plein de gens peuvent y avoir accès. C'est important de savoir avec quelle chaîne tu te logs, tu vois, quel est ton home. Il peut y avoir plein de binaires qui ont besoin de savoir quel est ton home. Simplement, quand tu tapes CD sans mettre aucune option, tu fais entrer, il va te mettre dans ton home à toi. Bon, bah, il va lire ce fichier-là pour savoir où est ton home à toi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des binaires qui sont pas sécurisés, qui ont besoin d'accéder à l'information. Donc, on a dit, OK, on va garder ça dans le fichier ETC password. Par contre, les informations sensibles, celles de sécurité, on va les mettre dans un autre fichier qui aura des droits beaucoup plus stricts. Et là, c'est parce qu'on est root qu'on peut les lire. Mais normalement, le shadow, on peut pas le lire. Et donc, vous voyez, il a d'autres informations. C'est pas tout à fait la même ligne, hein. On a bien toujours le root. Là, du coup, on a le mot de passe. Mais vous voyez, au bout, on n'a pas la partie home, shell, etc. Ça s'est enlevé. Donc, ils ont gardé le même format, si vous voulez, de fichier, mais ils en ont fait deux fichiers. Et pour vous dire, hein, moi, j'ai vraiment connu le temps où les Linux, le mot de passe, il était là, hein. Mais
Par contre, ce que je voulais dire, c'est que, c'est une mécanique qui existe toujours. C'est-à-dire que si vous prenez votre ETC password aujourd'hui, sur votre machine actuelle, et que vous remplacez le X par ce qu'il y a ici, là, par ça va fonctionner. C'est-à-dire que si vous mettez un mot de passe ici, il va le lire. Si vous mettez un mot de passe différent que ce qu'il y a dans le shadow, il va lire d'abord celui-là. Donc, vous pouvez, comme ça, vous pouvez réactiver cette vieille fonctionnalité d'avoir le mot de passe directement dans le password, enfin dans le TC password, c'est pas bien, hein, c'est mal. Mais comme ça, vous pouvez, imaginons que vous ayez accès en écriture à ce fichier-là. Vous êtes n'importe quel user. Vous avez accès en écriture à ETC password. Vous pouvez changer le mot de passe de n'importe qui. Parce que vous pouvez éditer les lignes qui sont là et donc remplacer le X par un mot de passe qui sera pris en compte. Enfin, un mot de passe sous forme chiffrée, hein, toujours pareil. Faut pas le mettre en clair. Mais si vous mettez ça, on sait par exemple, c'est le mot de passe de Ikari. Enfin, cette chaîne-là, elle veut dire Ikari. On l'a décrypté tout à l'heure. Et ben si vous mettez, je sais pas, voilà, FTP. Ah non, lui on peut pas se loguer. Melodias. Melodias, on sait pas c'est quoi son mot de passe. Ben, si vous remplacez le fichier ETC password et que là ici vous mettez toute la chaîne de caractères qu'il y a là, vous touchez pas au fichier shadow, vous touchez au fichier password. Et ben son mot de passe à Melodias, ce sera Ikari. Ça va ça va set son mot de passe à Ikari. Donc, c'est pas parce qu'on a séparé les deux fichiers que le fichier ETC password, vous pouvez le donner en écriture à tout le monde. Attention. Mais vous pouvez le mettre en lecture, par contre. Les informations sont intéressantes en lecture. Mais si jamais un jour vous avez accès en écriture au TC password, bah vous avez accès à tous les mots de passe. Enfin, vous pouvez changer les mots de passe de tout le monde. Voilà. Donc c'est tout ça lié à une vieille mécanique qui date des tout premiers Linux, avant qu'on invente le Shadow, et ça a jamais été enlevé en fait. Alors, aux dernières nouvelles. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était quand? C'était il y a 2-3 ans quand même. Mais aux dernières nouvelles, c'est toujours le cas. D'ailleurs, on pourrait tester. On pourrait tester parce que là, si donc je suis root. Si je veux me loguer en Melodias, mais du coup, il me demande pas de mot de passe. Non, faut que j'ouvre un autre truc. Donc, si je fais SSH Melodias, donc avec l'IP, je l'ai plus évidemment. Tac, je prends l'IP. Tac. Donc, pour me loguer à Melodias, je connais pas le mot de passe. Je vais essayer Ikari. C'est pas Ikari. Je connais pas le mot de passe. Par contre, bon, là, il se trouve que je suis root, donc forcément, j'ai accès à tout, mais imaginons que j'ai un autre user qui se trouve avoir les droits d'écriture sur, ETC password. Pas le shadow, hein, password. Alors, faut que je copie-colle la chaîne qui m'intéresse tout de suite, par contre. Hop là. C'est ça qui va m'intéresser. Tac. Donc, je me mets dans ETC password et je me dis, hop, Melodias, là, je vais éditer son truc. Tac. Insert. Je vais y arriver. Oui. Hop, 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 hop. Voilà. Merde, j'ai perdu la machine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle s'est peut-être éteinte. Non, ça fait pas 2 heures que je suis dessus. La machine, elle est éteinte? Ah, mais parce qu'on l'a fini. Elle a fini par se fermer toute seule. Faut que je la relance. Excusez-moi. Du coup, ma démonstration tombe à l'eau. Mais oui, mais forcément, la machine est terminée, donc elle s'est éteinte. On la redémarre. On la redémarre immédiatement. On veut montrer un truc. Et je montrerai le truc, bon sang. Bon, c'est bon, t'as redémarré? Non? Start. You already have a running machine. Mais non, du coup, j'ai pas de running machine. Non, il va pas vouloir que je vous montre? Fais chier. Ah si, c'est bon. Donc elle est là. Elle a changé d'IP, j'imagine. J'attends juste de voir l'IP pour pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. On va y arriver.
Allez. Donc, du coup, il a changé. C'est 230. Donc, hop. Non. 10, 10. 230. C'était 230 et quoi? 230 0? Attends, c'est pas possible. Comment ça, 230 0? Ah oui. C'est possible ça, une adresse IP avec un 0? Manifestement oui, je savais même pas. Mais oui, je suis con. Mais oui, si 0 est possible. Non mais excusez-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Bon bref. Donc je voulais vous montrer ça. Donc j'édite le TC password. Je change. Hop là. Tac. Comme ça. Donc je change le X de Melodias et j'y mets. Allez, Coco. Bah, évidemment, j'ai plus mon copier-coller. Je vais pas y arriver. Laissez-moi vous montrer, bon sang. Là, je prends ça. Là, je le copie-colle. Merci. Tac. Je me mets sur Melodias. Je remplace le X par le mot de passe. OK. J'enlève le petit X qui traîne là. S'il te plaît, enlève-moi le petit X qui traîne. Là. Voilà, merci. Et je sauvegarde. OK. Donc, j'ai édité le ETC password. Et à la place du X de Melodias, j'ai mis le mot de passe de route qu'il y a dans Shadow. Le mot de passe de route qu'il y a dans Shadow. Donc normalement, si j'essaie de me loguer avec Melodias, là maintenant, je viens de taper Ikari, je viens de taper le mot de passe route. Donc, en fait, en ayant juste les droits écriture sur ETC password, j'ai modifié le mot de passe route. Enfin, j'ai modifié le mot de passe de la personne. Juste en étant ce fichier-là, j'ai pas touché au Shadow. Donc c'est un vieux mécanisme qu'il faut être au courant, qui reste en fait. On se dit toujours, bah oui, les mots de passe ils sont dans Shadow. Non, non, ils peuvent être aussi dans le TC password. Donc c'est pas une. Alors il est jamais en écriture hein, normalement le TC password, mais faut faire attention. Si jamais vous à un moment donné il est en écriture pour quelqu'un, ce quelqu'un peut changer les mots de passe de tout le monde. Et voilà, faut le savoir. Et autant, bah, moi, ça me paraissait une évidence, autant je me rends compte avec le temps que c'est pas évident pour les gens parce qu'ils disent, bah non, le mot de passe, il est dans Shadow, on s'en fout ce qu'il y a dans Password. Bah non, non, on s'en fout pas. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Password, quoi. Il a une vraie raison de s'appeler comme ça. Bref, voilà, bah, écoutez, on a fait le tour. La machine était rapide, bah écoutez, ça arrive. Est-ce que du coup, je vous montre les bouquins? Attendez. Allez, je vais faire un saut vite fait, je vais aller vous chercher le bouquin là que je vous disais. Hop là. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un bouquin là sur l'informatique en France, mais il s'appelle L'informatique en France, tout simplement. Ah, c'est ce bouquin-là. Donc un bouquin, je sais pas, ah, il doit être assez vieux maintenant, mais là pour le coup, vu que c'est un truc historique, c'est pas bien grave. Il a été publié quand ce truc-là? Tac, publié 2010. Oh, il est pas si vieux, il a 15 ans quand même. Donc de Pierre-Éric Mounier-Kuhn.
l'informatique en France, qui du coup vous explique comment, en France, on est passé de rien à l'informatique, vraiment la science informatique en fait. Parce que, mine de rien à l'époque, la France était, pionnière ou presque, hein, on n'a quand même pas, été des rigolos. C'est juste qu'après on s'est embarqué donc dans l'aventure Minitel, ça raconte ça aussi et bon, bah, c'était pas la bonne idée quoi, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça raconte tout le cheminement de cette époque-là. C'est très intéressant parce que, je vous disais, on a généralement plus l'histoire, américaine avec, avec, avec la montée de l'informatique américaine, mais du coup, pas celle de la France, donc c'est intéressant à prendre. Et par exemple, le Minitel, quand il a été inventé, pour le coup, donc c'était un précurseur d'internet et bien avant en fait. Ils ont pensé au principe d'internet bien avant que le principe d'internet existe. Donc c'était pour le coup, c'était précurseur, sauf que bah, voilà, c'était limité, on va dire. Et quand internet est sorti, et ben lui, il avait plus d'avantages que le Minitel, et donc ça s'est vite, le Minitel était pas concurrentiel, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, un petit peu d'histoire, l'informatique en France, donc de Pierre-Éric Mounier-Kuhn. Kuhn, ça s'écrit Kuhn. Voilà un peu pour les bouquins. Je vous ai montré quoi là? Je vous ai montré la Bible, je vous ai montré la sécurité informatique, ethical hacking. J'ai un bouquin sur les codes aussi. Bon, ça c'est plus, on en parlera plus dans Cypher du coup. J'ai Code, la grande aventure. C'est l'histoire des codes. Donc, ce qu'on a vu finalement dans la frise de Cypher avec l'invention du code César, l'invention des différents codes avec Babbage, etc. Enfin bon, tout ça. Donc, c'est un bouquin qui parle de ça. Éventuellement, ça peut vous intéresser aussi. Voilà pour les recommandations livres. Enfin, c'est pas des recommandations, mais c'est les livres que j'ai sur le sujet. En fait, j'ai assez peu de bouquins sur le sujet. Je suis beaucoup, je lis beaucoup sur internet, quoi, voilà. Mais du coup, mes références, c'est internet. C'est pas tellement. J'ai fait un. J'ai coupé mon son. Ah oui, tac. Donc du coup, oui, c'est. Moi, je lis sur internet. J'ai assez peu de bouquins sur le sujet, en fait. Bon, enfin voilà. Bref, je pense qu'on s'est tout dit pour ce live-là. Donc la semaine prochaine, du coup, Cypher, la suite. On attaquera donc la deuxième salle du jeu Cypher, donc il y a un jeu qui vous apprend les codes justement, comment on est passé de, enfin les différents types de codes et puis qu'est-ce qu'il y a comme voilà des challenges à faire. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Dans 15 jours, on fera une nouvelle machine de hacking, probablement du Hack the Box, probablement plus compliqué que celle qu'on a fait aujourd'hui. On va pas se le cacher. Et puis bah voilà. Et je vais voir si j'ai un collègue vers qui vous emmener. Hop là, est-ce que j'ai un collègue vers qui vous emmener? Eh bien, il y a Nils qui vient manifestement de lancer son live, donc on peut enchaîner. Vous pouvez enchaîner avec Nils si vous voulez. Donc il fait toujours son son NetBSD, hein, il me semble. Il avance toujours sur son cloud. Donc, bah, je vous envoie chez lui. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Le replay, bien évidemment, sera disponible dès demain. Hop là, AHP, je sais plus écrire Nils, my bad. Hop, le raid est lancé, vous avez rien à faire, ça va switcher tout seul. Salut tout le monde.